Bonjour à tous et bienvenue sur ce Kiris Vitae. Donc c'est vraiment un plaisir et un honneur de vous présenter cette vidéo parce que Charles c'est une personne vraiment inspirante pour moi qui dans plein de domaines a réussi, dans plein de domaines arrive à toujours s'améliorer et à toujours se développer et ça je trouve ça extrêmement inspirant. Et dans ce Kiris Vitae, on a parlé de l'évolution que Charles a eue ces 7 dernières années. On a parlé aussi de sa vision de la chiropratique et du développement personnel et comment mettre tout ça en place finalement pour être le meilleur chiro. J'en dis pas plus, je vous laisse suivre ce Kiris Vitae. Bonjour Charles, je suis vraiment heureux de t'avoir avec nous. Salut Léo, c'est tout le plaisir est pour moi, je t'assure. Je suis vraiment content de t'avoir parce que on a eu la chance de se côtoyer surtout online. Mais j'ai eu une expérience qui m'a vraiment marqué, c'est quand tu es venu à MLS Paris. C'était un très grand séminaire, il y avait beaucoup de monde. Et vraiment, j'ai été touché par ta façon justement d'enseigner MLS et enfin, ta façon justement d'amener ta philosophie dans l'art de l'ajustement. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment content de t'avoir puisque c'est la deuxième fois que tu viens sur Kiris Vitae. La première Mm. fois, c'était il y a à peu près 7 ans. Donc c'était c'est fou, hein? Une autre époque, oui, c'est ça. Ouais, mais moi je m'en souviens comme si c'était hier quand c'était sorti, hein. Mm. Et donc ouais, c'était il y a à peu près 7 ans où tu as fait l'interview avec Jean-Romain. Et là, j'aimerais refaire une nouvelle interview qui va vraiment en profondeur. J'aimerais vraiment aborder certains points de la chiropratique de ta vie pour qu'on puisse vraiment s'améliorer en tant que chiropracteur et devenir les meilleurs chiropracteurs possibles. C'est un objectif que je partage aussi, mon cher, donc ça me fait plaisir Magnifique. d'être là pour aller en profondeur sur tous ces sujets-là. Donc, on va commencer. La première question que j'aime poser, c'est donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as vécu d'un point de vue chiropratique et peut-être d'un point de vue personnel ces 7 dernières années? Et là, c'est une excellente question. Et en fait, il s'est passé énormément de choses et je crois que j'ai pas été le seul, mais si on compare seulement le point de vue chiropratique de la question, depuis 5 ans, en fait, au cours de ces 7 dernières années, j'ai transformé beaucoup ma façon de pratiquer, autant dans l'environnement physique que dans la façon de faire les choses. Je crois qu'on est tous sur un parcours où on apprend à mieux se connaître avec le temps et on devient plus conscient de plusieurs choses et on cherche à poursuivre cet alignement-là. Et moi, je recherche beaucoup la simplicité et l'harmonie, le flow. Et donc, dans les dernières années, il y a 7 ans, hein, c'est ça, les 6, 7 dernières années, je pratiquais encore dans mon local d'origine finalement parce que j'ai déménagé depuis. Mais ce local était devenu beaucoup plus grand pour l'utilisation que j'en faisais. Donc, avant, il y avait d'autres chiropraticiens qui étaient avec moi. J'ai toujours eu une assistante chiropratique, même depuis le jour 1 où j'ai ouvert mon cabinet, j'avais toujours eu une assistante chiropratique. Et puis là, pour toutes sortes de circonstances de la vie, les chiropracteurs avec qui j'étais ont quitté, ont voulu démarrer leur propre truc et si je respecte ça à 100%. Et moi aussi, j'arrivais à un point dans ma vie où je cherchais à simplifier les choses. Et mon assistante, elle a pris sa retraite. Il y a eu d'autres personnes qui sont venues, mais toujours de façon un peu temporaire. Puis j'ai réalisé que j'étais en train de transformer ma façon de faire, de la façon de gérer mon cabinet aussi. Et quand mon bail de location s'est terminé, ben déjà, je voulais être dans un autre local plus petit, à faire les trucs plus simplement. Et puis là, maintenant, je suis dans une toute petite pièce dans laquelle je me retrouve présentement. C'est ce qui constitue mon cabinet. Je n'ai qu'une seule table d'ajustement. Euh, les gens laissent le message sur la boîte vocale lorsqu'ils appellent. C'est moi qui gère les rendez-vous, mais ça se fait dans un flow et dans un truc finalement qui me respecte et qui me ressemble. Et autant ça pouvait me ressembler avant, ce que je faisais, c'était aligné avec qui j'étais à ce moment-là. Autant maintenant, c'est parfaitement aligné avec qui je suis également. Et ça, les gens m'ont suivi. C'est sûr que la pratique se transforme avec le temps, avec les années, pour toutes sortes de raisons. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai une pratique qui est à mon image, qui me ressemble, même si c'est complètement différent. Donc, autant je peux avoir des opinions beaucoup plus tranchées, mais en même temps, j'ai toujours été une personne très respectueuse de tous les genres de pratiques, d'approches, de philosophie. Mais en ce qui me concerne, j'ai été autant dans un open space où là, maintenant, je suis avec une salle, une table d'ajustement
Et puis, c'est une façon de communiquer, c'est une façon de partager la chiropratique qui est différente. Mais comme je dis, c'est simple, ça engage beaucoup moins de responsabilités, donc ça m'a enlevé une tonne de pression sur les épaules. Mais je crois que le discours comme tel de la chiropratique, ce que je partage, la façon que j'ai de partager la chiropratique au niveau de sa philosophie, des valeurs, de ce qui est en moi, ça a toujours été, puis ça continue aussi. Donc, je suis dans l'optique de servir de cette façon-là pour l'instant. Et ça me met aussi dans un esprit où je réalise que dans la vie, tout peut changer. On n'est jamais à l'abri d'une transformation ou d'un événement extérieur qui va bousculer les choses. Et c'est de savoir s'adapter. Puis pour moi, d'avoir simplifié les trucs, ça, comme je disais, non seulement ça m'a enlevé une pression sur les épaules au niveau des responsabilités, mais ça me permet de me dire que si jamais les choses changent, je peux aussi m'adapter puis changer d'endroit s'il le faut. Mais pour l'instant, je suis très bien là où je suis. Mais je reste ouvert aussi à toutes les possibilités. Hmm. Tu décris deux façons de travailler. Donc, la première façon dont, à l'époque, tu avais du coup une assistante, il y avait plusieurs chiros qui travaillaient pour toi ou avec toi, c'est ça? Ouais. Mais tu vois, ça, c'est là où je voulais en venir aussi. C'est que quand j'étais aux études, j'ai fait énormément de séminaires. Oui. J'ai fait des séminaires autant de techniques, de philosophie, de management, de gestion de pratique, finalement, des séminaires de marketing, comment bâtir une pratique. Je réalisais que c'était une lacune aussi dans notre curriculum où Oui. on n'apprenait pas le côté entrepreneurial de la chiropratique. Parce que gérer un cabinet, c'est une chose qui est complètement différente que de pratiquer la chiro, finalement. Donc, on est bien formé à l'école pour tout ce qui est l'aspect, je vais utiliser le mot thérapeutique, là, mais en fait, on se comprend, là, c'est tout l'aspect de gestion, de communication et tout. Mais le côté gestion de la pratique, l'administration, ça, c'est une chose qui, pour moi, que je considérais comme étant une lacune. Donc, je m'étais beaucoup, beaucoup formé comme ça, sans me poser de questions sur qu'est-ce qui me ressemblait. Puis en même temps, si on recule, ça fait déjà 20 ans que je suis en pratique. Si on recule il y a 20 ans, je me connaissais pas autant que je me connais aujourd'hui. Donc, on essaie d'être inspiré par des modèles de succès de gens qui ont des grosses pratiques ou des high volume ou à air ouverte ou peu importe les gens qui nous inspirent. On essaie de copier un peu ce modèle-là où on essaie de répliquer pour nous-mêmes Oui. des approches qui semblent avoir fonctionné pour d'autres personnes sans nécessairement sans que je me sois posé vraiment la question si ça me ressemblait, si c'est ce que je voulais. Et probablement que j'aurais pas pu répondre à cette question-là non plus il y a 20 ans. Il a fallu que je le teste et que je l'expérimente pour moi-même. Mais bref, tout ça pour dire que quand je suis parti, j'ai démarré de mon cabinet de zéro dans une ville où je ne connaissais personne. Les gens peuvent réécouter l'entrevue que j'avais fait avec Jean Romain. Je t'expliquais un peu comment j'avais Oui. démarré mon cabinet. Mais tout ça pour dire que j'avais aussi un modèle puis une vision de ce que représentait une pratique chiropratique à succès. Donc, pour moi, c'était, on part ça en grand. Là. On part avec, oui, une assistante dès le départ, un volume de patients ou de personnes qui viennent nous voir qui est considérable. Donc, il faut faire des démarches pour, oui, se faire connaître. Et ça, c'est normal pour n'importe quel genre de pratique ou de profession. Il faut se faire connaître. Mais je m'étais mis beaucoup de pression aussi sur le fait que je devais réussir rapidement. Et en même temps, j'avais une naïveté ou une candeur sur les défis que ça pouvait représenter. Puis ça a tourné probablement à mon avantage parce que j'étais probablement moins stressé sur des possibilités qui pouvaient se produire. Mais bref, c'est ça a super bien fonctionné. Mais l'autre côté de la médaille, c'est que je m'étais engagé dans des dépenses et des frais qui étaient très, très, très importants. Donc, ça devait fonctionner. Et ça a fonctionné aussi. Je vous dis, parfois dans la vie, il faut se mettre dans des situations où il n'y a qu'une seule option, c'est de réussir. Puis, notre système nerveux, notre cerveau, notre personne ont réussi à trouver les solutions parce que c'est la voie. Et en même temps, ben, c'est quand même une pression qui est considérable aussi. Donc oui, ça a bien fonctionné. Oui, je le dis aussi en toute transparence, j'avais un très bon volume de pratique, mais j'avais aussi des dépenses qui étaient très, très élevées, ce qui fait qu'au final, j'avais toujours une pression aussi de devoir reproduire ça. Et Hmm. j'arrivais quand même à bien faire la part des choses. Je peux me féliciter aussi avec le temps et être reconnaissant pour avoir passé à travers cette période-là parce que ça a été des défis, ça a été des stress, mais ça a été aussi
des grandes réalisations, des grandes réussites. Mais avec le temps, je peux dire que c'est quelque chose qui me ressemblait peut-être moins, ou d'apprendre à faire autre chose comme voir à d'autres genres de séminaires, à participer avec les séminaires MLS avec Arnaud Burnier, entre autres, que tu as reçu en entrevue dernièrement, et à commencer à enseigner MLS aussi et à faire d'autres projets en parallèle que la chiropratique, ça m'a motivé à réaligner, si tu veux, la façon avec laquelle je pratiquais la chiropratique. Donc, pour moi, je devais me libérer de certaines choses et de ces choses-là, c'était, entre autres, des responsabilités au niveau au niveau des finances, au niveau des dépenses, au niveau de l'administration, de gérer le local, gérer Hmm. l'entretien, gérer le personnel. Tout ça, je voulais arriver à simplifier les choses. Ok, si je comprends Et bien, en fait, le fait de réduire la taille, réduire les dépenses, ça t'a permis de donner de l'énergie pour créer de nouvelles choses, en fait. ben, ça s'est fait dans un continuum. Ok. Parce que tu vois, j'ai commencé à m'impliquer dans un paquet de trucs pendant que je faisais la chiropratique en même temps. Et ça m'a permis de voir que ça, bon, j'apprenais à mieux me connaître puis à faire des choses qui étaient de plus en plus alignées aussi avec moi. Puis en même temps, ben, de réaliser que la façon que je faisais les choses avec la chiropratique pouvait être différente. Parce que Ouais. je n'avais qu'une seule vision. Pour moi, c'était la façon de faire. Et j'avoue que à ce moment-là, j'étais peut-être plus rigide sur voici comment les choses doivent fonctionner. Alors qu'il y a un paquet de trucs qui existent qui peuvent aussi très bien fonctionner. Et la preuve, Ok. c'est que je suis dans un genre de pratique qui est complètement différente aujourd'hui, au niveau physique à tout le moins. Et puis, j'ai tout autant, sinon plus de plaisir à pratiquer que jamais. Juste open space, salle fermée. Toi, c'est quoi enfin, qu'est-ce que tu en retires des deux? Ben, tu vois, Open Space, j'avais plusieurs tables. Donc ça, je veux dire, c'est parfait. Pour moi, c'était parfait aussi à ce moment-là. Et là, maintenant, j'ai seulement une table. Donc, c'est sûr que j'ai pas la question à me poser avec plusieurs salles puis me déplacer d'une salle à l'autre. Je reçois une seule personne à la fois. Donc, j'ai pas fait l'expérience d'avoir plusieurs salles fermées. Donc, pour moi, c'était un ou l'autre, parce qu'avoir un grand local avec plusieurs tables dans plusieurs salles, ben, j'allais quand même passer une personne à la fois, donc ça se posait plus ou moins cette question-là. Quoique Open Space, je trouvais ça très bien parce que les gens arrivaient puis se concentraient que sur leur ajustement. Donc, il n'y avait pas de conversation qui pouvait aller dans tous les sens. Puis, par contre, en ce moment, dans le contexte actuel, les gens ont besoin d'exprimer plus de choses. Puis je suis content et je suis aussi en harmonie avec le fait de prendre plus de temps avec eux Ok. pour parfois recadrer certaines choses. Donc pour moi, l'ajustement il est en soi pas plus long non plus qu'avant, sauf que je prends plus de temps pour accueillir, parler avec la personne, puis m'assurer de son état. Pour moi, ça fait partie de la visite. Ouais. Et ça, c'est un choix personnel. Donc, je suis en harmonie aussi avec ça. Mais parfois, il y a certaines personnes en open space auraient besoin de dire certaines choses qui n'osent pas le faire parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là, puis il y a un peu un manque de discrétion aussi. Hmm. Non, c'est de trouver ce qui nous correspond le mieux, mais moi, je suis content de prendre ce temps-là aussi avec les gens. Ouais. Et là, tu prends combien de temps par visite, du coup, maintenant? Ah, ça dépend, mais c'est entre 5 et 10, 15 minutes maximum. Ok. Puis je vois quand même, tu sais, si je peux voir 50 personnes par jour, là, pour moi, ça me convient. Puis tu vois, avec le niveau de dépenses que j'ai présentement par rapport à avant, je pouvais voir 90 personnes par jour. Mais c'était, oui, très entraînant, très énergisant. Mais en même temps, j'avais un stress financier qui était avec ça, qui fait qu'au bout de la ligne, bon, pour moi, ça a recadré un peu les trucs. Puis, Ouais, je vois. c'est ça. J'ai toujours de la place pour voir plus de gens, mais je suis en même temps satisfait avec ce qui est là aussi Ouais. présentement. Donc là-dessus, je suis content que la vie m'ait amené à faire ce choix-là. Parce que, tu Ok. vois, sinon, c'est ça. Je me posais peut-être moins de questions. Je me disais que c'était la voie que je devais entreprendre. Puis finalement, whoop, il y a un paquet de trucs qui se réalignent. Puis
En fait, c'est la preuve que la vie, souvent, nous envoie les opportunités parfaites pour qu'on doive prendre des décisions et parfois changer un peu notre direction pour arriver finalement à être sur un parcours qui est beaucoup plus aligné avec celui qui doit être le nôtre finalement. Et, Donc, si les chiropracteurs n'avaient pas quitté, si mon assistante n'avait pas pris sa retraite, ben, je serais peut-être en train de faire la même chose. Mais là, c'est sûr que la vie, c'est le mouvement aussi. Donc, ouais, je me suis aussi adapté à ça. Mais tout ça pour dire que c'est quand même très possible d'avoir un haut volume de pratique avec un minimum de dépenses et puis d'avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Là, je dois quand même rappeler que j'ai eu et j'ai encore beaucoup de plaisir à pratiquer la chiropratique. Seulement, maintenant, je trouve que la façon avec laquelle je fais les choses, c'est aligné avec qui je suis aujourd'hui. Et ce que je faisais avant, c'était aligné avec qui j'étais ouais, avant je vois. aussi. Donc, il n'y a rien de mal à ça, en fait. Je fais simplement partager pour dire que on n'est pas obligé de refaire, de reproduire toujours les mêmes choses de la même façon. Quand on est en évolution, quand on est dans le flot de la vie, ben, il y a des trucs qui peuvent changer, puis bon, on s'adapte, puis on réalise que c'est souvent pour la meilleure des raisons, Hmm. finalement. Et donc là, est-ce que tu peux décrire un peu plus comment tu pratiques et comment le flow se déroule dans ton centre? Ah, ben, je reçois une personne à la fois, puis en Ouais, fait, bon, une personne à la fois, ça peut être un couple ou une famille à la fois, mais c'est un temps privilégié où quand même je suis pas du genre très, très bavard. Même si je reçois une personne à la fois, l'avantage d'avoir pratiqué en open space, c'est que ça m'a pratiqué dans ma communication à être ciblé sur les choses qui étaient importantes, pas se parler de la météo, des résultats sportifs ou de la politique ou quoi que ce soit. On se parlait de ce qui était important, de ce qui pouvait être pertinent pour la connexion avec la personne, pour son apprentissage sur elle-même, sur la santé, sur son parcours chiropratique. Donc ça n'a pas vraiment changé. Donc, je passe pas énormément de temps par personne, sauf que je vois une personne à la fois et ouais, puis je fais un ajustement à la fois. Dans ma façon de pratiquer, c'est comme ça que ça se déroule. Au niveau administratif, ben, je ne réponds jamais au téléphone. La sonnerie, elle est à zéro. Donc, j'entends pas le téléphone sonner, mais quand je prends mes messages, ben, je retourne les appels. Les gens sont habitués de cette façon-là aussi, où on correspond par courriel ou message texte. Mais quand je suis en période d'ajustement, ouais. je ne fais que des ajustements. Si j'ai une période plus libre, ben là, je vais prendre des messages ou je vais faire autre chose aussi. Et ça, en même temps, ben, pour moi, c'est super simple. Et puis, c'est très relaxant de pratiquer de Hmm. cette façon-là, Ouais, si je peux comparer avant. Et en même temps, ben, il y a aussi les défis où on veut pas, où on doit bon, se conformer avec ce que notre ordre professionnel nous demande de faire. Et puis, il y a quand même un minimum qu'on doit faire pour se conformer, mais j'arrive quand même assez rapidement à communiquer la chiropratique comme je l'entends avec ma philosophie, puis ça connecte avec la plupart des gens que je rencontre. Puis si ça connecte pas, ben aucun souci. Les gens, si c'est pas ce qu'ils recherchent ou ce qu'ils veulent, ben ils peuvent aller consulter un paquet d'autres personnes à l'extérieur. Mais ouais. je garde mon discours très orienté sur la santé, sur le potentiel d'évolution, le potentiel de vie, le potentiel d'autorégulation de notre corps, et puis en quoi la chiropratique peut être un outil santé complémentaire avec n'importe quelle autre chose que la personne peut faire pour son objectif. Hmm. Donc, vas-y, tu Et, avais une question. Ouais. et du coup, plus en détail, les patients, ils viennent, ils ont une première visite. Comment ça se passe, par exemple, une première visite? Quels sont les papiers que tu as besoin de noter pour l'ordre? Bon, en fait, moi, je me casse pas la tête, j'utilise les formulaires que l'Ordre des chiropraticiens nous suggère. Oui, Mais en fait, je dis aux gens que c'est des informations plus administratives que l'on demande de faire remplir, puis ensuite, on va avoir une communication sur à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre, puis comment est-ce que la chiropratique peut potentiellement vous aider aussi. Donc, c'est clair que les gens, ça engage le fait qu'on doit adapter notre discours parce que peu importe ce que je peux faire remplir comme formulaire, les gens pensent d'abord et avant tout que la chiropratique, c'est une thérapie parmi tant d'autres pour les aider à enrayer un symptôme ou avoir moins de douleur dans leur oui, vie. Ou, bon,
c'est quand même avec ça qu'on doit composer. La réalité, c'est ça quand même. Donc oui, on fait remplir les formulaires, c'est des informations personnelles qu'on demande, la raison pour laquelle la personne vient consulter, etc. Son historique de santé, s'il y a des problématiques particulières. Et ensuite, quand la personne vient ici dans le bureau, là, je m'assois avec elle, puis je prends peut-être une minute ou deux pour lui expliquer comment moi est-ce que je vois la chiropratique. Donc, il y a la partie que la personne remplit. J'honore la raison pour laquelle la personne elle vient me consulter. Puis je lui dis très clairement, on va en venir à ça dans un instant. Mais si vous permettez, je vais prendre une minute ou deux pour vous expliquer un peu comment ça va se dérouler ici en chiropratique. Donc là, je lui explique l'importance de la colonne vertébrale, du lien entre la colonne vertébrale et le système nerveux, Ouais. de ce qui peut causer des interférences, des tensions qui peuvent ne pas être douloureuses ou inconfortables au moment où ça survient, mais qu'avec le temps, la répétition, la vie, le stress, les émotions, les accumulations d'efforts, postures, etc., eh bien là, à un moment donné, le corps, en ayant accumulé de plus en plus de résistance ou de tension, tout à coup, ben, il va se mettre à lancer un signal. Et souvent, ce signal-là va prendre la forme d'une raideur, d'un inconfort, d'un symptôme. Donc, si on se rend compte dans ce contexte-là, oui, on veut comprendre ce qui se passe, mais nous, on se fait un devoir de vérifier la colonne vertébrale parce que c'est un peu comme la boîte à fusibles dans notre corps humain. C'est l'autoroute de l'information par laquelle l'énergie vitale va circuler, puis ensuite être distribuée partout dans le corps. Donc, l'évaluation va comporter différents tests, si on veut, pour vérifier l'équilibre général, vérifier la mobilité générale de la colonne vertébrale, vérifier s'il y a des débalancements au niveau des muscles, au niveau de la posture, bref, pour voir s'il y a des interférences qui peuvent contribuer peut-être au mal-être ou au malaise de la personne. Et puis, donc, c'est principalement ce que je vais expliquer. Puis Ouais. ensuite, je lui pose quelques questions sur la raison pour laquelle elle vient me voir. Puis, en fait, c'est comme une danse, hein. Pour moi, la première visite, c'est pas quelque chose que je vais euh, vouloir reproduire systématiquement la même chose pour Avec chaque un personne script, à quoi. chaque fois. Non, c'est ça. Je l'ai déjà fait avec certains résultats, mais là, je décide de plus avoir de script du tout, puis de voir avec, selon ce que la personne va me donner comme Ouais. information, qu'est-ce que moi je peux répondre pour honorer la personne qui m'a parlé, qui m'a posé la question, tout en ajoutant une petite dose de chiropratique à travers tout ça pour qu'elle puisse comprendre l'orientation que ça peut prendre, tout ça aussi. Puis je lui dis ensuite, à la deuxième visite, on va regarder ensemble les résultats des tests qu'on va avoir faits. On va pouvoir discuter ensemble des recommandations, des différentes stratégies qu'on peut mettre en place si on a une quelconque forme de suivi ensemble. Et puis, s'il y a une de ces possibilités-là qui vous convient, ben on pourra poursuivre avec d'autres séances chiropratiques. Puis Hmm. à la première visite, je fais toujours un ajustement aussi. Ou OK. la grande majorité du temps. C'est à moins que la personne ne veuille pas, là, puis qu'elle veuille seulement faire l'évaluation et tout. Je respecte ça. Ah, OK, Mais ça en arrive. même temps, ça arrive très, très rarement, mais ça va Ouais. arriver peut-être une fois, une fois de temps en temps. Mais disons que la plupart du temps, je fais un ajustement chiropratique Ouais. à la première visite. Donc, ça permet à la personne de prendre, de vivre l'expérience, si on veut. Et puis, je lui explique à la toute fin ce qui peut se passer suite à l'ajustement. Donc, comment est-ce que la personne peut se sentir. Autant elle peut se sentir mieux ou Hmm. différemment. Autant elle peut ne percevoir pas vraiment de changement, puis ça peut être 100% normal aussi. Comme ça peut aussi éveiller certaines choses, puis ressentir peut-être un peu plus ce qui se passe dans son corps. Puis dans cette situation-là, ça peut être également 100% compréhensible aussi. Ouais. Donc, bref, la première visite, c'est pour moi, l'objectif, c'est de connecter avec la personne, Ouais. de communiquer quelques points quand même spécifiques que je tiens à ce que la personne puisse saisir finalement et de vivre la première expérience chiropratique, encore une fois, dans une pleine présence, dans une pleine connexion, puis de s'assurer qu'elle ait repris rendez-vous pour la deuxième visite parce que celle-là aussi, elle est très importante. Ouais. Mais ça ressemble à ça, en fait. Pour moi, une première visite, c'est, oui, il y a des choses spécifiques, mais en fait, c'est l'avantage aussi d'avoir plusieurs années de pratique, c'est je l'ai tellement fait que maintenant, c'est comme naturel pour moi
de danser avec tout ça, puis Ouais, je sans vois. penser à ce que je dois dire ou ce que je dois Hmm. faire aussi. Et du coup, tu fais des tests orthopédiques ou des tests neuro, la posture ou Ben, quoi? je vérifie la posture, les amplitudes de mouvement. Je vais faire bon, quelques tests. Encore une fois, c'est pour pouvoir être bien légitime là, selon l'ordre des Ouais, chiropraticiens, de faire en sorte, en fait, évidemment, qu'il n'y ait pas de contre-indication ou de quelque chose qui pourrait suspecter peut-être la pertinence que la personne puisse aller faire une évaluation médicale. Parce que moi, je ne me considère pas comme un médecin. Je ne suis pas un médecin non plus. Je ne cherche pas à être un ouais, médecin ou à faire de la médecine. Et donc, je prends pas de radiographie non plus. Il y a la plupart des chiropraticiens, une grande majorité de chiropraticiens au Québec vont prendre des radiographies. Euh, je pourrais le faire, mais assez rapidement dans ma pratique, j'ai j'ai réalisé que c'était pas nécessairement aligné avec mon approche. Et puis, je suis très à l'aise aussi avec ça. Si je Pourquoi suspecte tu quoi que ce trouves, soit, pourquoi tu trouves pas ça aligné avec ton approche? euh, ben, parce qu'en fait, j'ai une approche chiropratique. Je fais du BGI avec, oui, les ajustements MLS, mais pour moi, c'est jamais un but c'est pas une question de force, c'est une question de précision, de vitesse. Puis quand je suspecte quelque chose, ben, je vais suggérer à la personne qu'elle aille consulter son médecin pour prendre des radiographies, puis je Oui, pourrais prendre acte de s'il y a des choses comme telles, mais je vais dire pour toi et tes auditeurs, je ne considère pas la prise de radiographie comme étant essentielle pour pratiquer la chiropratique. hmm, Mais selon la technique, ça peut être très important. Mais selon ce que moi j'utilise, euh, je le vois pas comme étant d'une pertinence absolue. oui, Mais je respecte 100% des gens qui veulent utiliser la chiropratique, la radiographie, pardon, dans leur approche chiropratique. Mais pour moi, je ne vais pas utiliser la radiographie pour diagnostiquer des pathologies ou oui, détecter oui, je vois. des choses qui, pour moi, sont plus de l'ordre médical que chiropratique. Oui, Mais encore une fois, tu peux faire une entrevue avec un autre chiropraticien qui a une autre approche, une autre philosophie que celle-ci, puis il va te donner un discours qui va peut-être être complètement différent du mien, oui, qui pourrait faire vraiment du sens aussi. Donc ça, c'est le choix de la personne comme telle. Et moi, j'ai fait le choix, après un an de pratique, de oui. vendre mon équipement de radiologie Ah à oui, un autre chiropraticien et j'avais investi beaucoup de sous là, dans l'achat d'un appareil radiologique neuf, la chambre noire, toutes les installations requises pour ça. Puis après un an et demi, j'ai tout vendu. Ben, en fait, ce qui a été le point tournant aussi pour moi, c'est que Arnaud Burnier, c'était mon mentor, mais en même ouais, temps, j'ai fait aussi beaucoup de séminaires chiropratiques. J'ai fait mes premiers séminaires chiropratiques BGI. Puis déjà là, je voyais que non, j'avais l'instinct, l'intuition à l'intérieur de moi que ça ne concordait plus avec la pratique que je voulais faire. ouais, Donc, j'ai pris des décisions qui ont été quand même courageuses de tout changer ouais. ça, mais en même temps, c'était 100% aligné aussi avec moi. Puis, ça a toujours bien été. J'ai jamais eu de problème à quoi que ce soit aussi après. Puis, Après je- en France, pour nous, c'est plus lointain. On ne se pose pas la question de faire des radios à tout le monde puisque déjà, on n'a pas le droit. Euh, mais, euh, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est justement ta façon de vraiment choisir ce que tu veux faire, en fait, et petit à petit dans ton processus, c'est ça que tu veux avoir l'idéal pour toi, en fait. ouais. Ben, en fait, l'idéal pour moi, ça va devenir ça va faire en sorte que je vais attirer des gens qui sont alignés avec ça aussi. Hmm, Puis je vais pas avoir l'impression que je vais jouer un rôle pour essayer de plaire ou essayer de me définir comme quelqu'un que je ne suis pas. hmm, Mais ça, je suis vraiment reconnaissant pour la chiropratique en ce sens où, ben, au moment où j'ai gradué, on pouvait, on peut pas mal choisir, et encore aujourd'hui, là, on peut quand même choisir la technique, l'approche, le discours. Il y a quand même une grande latitude sur, sur le fait de pouvoir pratiquer selon notre vision chiropratique. Bon, oui, bien entendu, il y a des règles, en fait, il y a des lois qu'on ne doit pas transgresser, mais il y a un paquet de règles qui peuvent être adaptées selon l'approche chiropratique. Je trouve que malgré
le fait qu'en ce moment, on convient qu'il y a une certaine philosophie médicale qui est de plus en plus présente au sein de la profession chiropratique, bien, on peut encore, malgré cela, pratiquer la chiropratique avec une philosophie vitalistique. Ouais. Et les gens le demandent, ça aussi. Il y a un besoin pour ça aussi. Les gens sont aussi à la recherche de solutions qui sont différentes. Donc là, pour moi, ben, que ce soit de prendre des radiographies ou de ne pas en prendre, ça n'interfère pas avec le fait qu'on puisse Hmm. communiquer la chiropratique puis offrir une opportunité santé tout en respectant les règles de nos organisations pour faire en sorte qu'on puisse Ouais, le c'est faire de façon important. sécuritaire aussi, là. Ouais. Et du coup, là, tu nous parlais, la deuxième visite est aussi extrêmement importante. Pourquoi elle est aussi importante pour toi? Ah, ben parce qu'en fait, c'est là où on prend le temps d'établir le plan de match, hein, si on veut, Ouais. et de parler des recommandations et puis de connecter encore plus avec la personne au niveau de ses objectifs de santé, pas seulement à court terme, mais à moyen et long terme. Donc là aussi, en fait, moi, je me mets dans une position où je veux servir la personne dans ce que je peux considérer qui est l'optimal pour elle, Hmm. tout en accueillant son besoin actuel. C'est-à-dire que je ne vais pas imposer non plus ma façon de faire, mais je veux lui montrer qu'il existe certainement plus que ce qu'elle croit être possible pour elle. Hmm. Il Ouais. y a une phrase qui dit dites à une personne ce qu'elle veut entendre, mais vendez-lui ce qu'elle a besoin. Donc, bon, c'est une façon de dire que c'est d'honorer ce que la personne nous mentionne, d'être à l'écoute de ses besoins, mais de lui offrir quand même la possibilité qu'il peut avoir plus. Dans une personne qui vient, la plupart des gens viennent parce qu'ils ont une douleur puis ils veulent s'en débarrasser. Alors, si on est honnête 100%, ben, évidemment, avec le temps, les gens vont nous référer des gens qui sont à la recherche d'autres choses, puis on finit par se développer une pratique qui est plus vitalistique. Mais les personnes qui ne sont pas référées, qui nous voient de peu importe la façon, voient les chiropraticiens comme des thérapeutes en soulagement de la douleur. Ouais. On va pas se leurrer là-dessus. C'est sûr. Donc, la personne qui a ce besoin-là, donc oui, il faut l'honorer, ce besoin-là, il faut lui expliquer qu'il y a une possibilité que son objectif soit atteint, mais qu'il y a une autre possibilité qui est aussi, sinon plus intéressante, que non seulement on puisse éviter que la douleur revienne, mais d'optimiser ses réserves de santé. Si je prends le temps de parler avec la personne réellement quel est son objectif, c'est pas seulement de ne pas avoir mal, c'est de pouvoir faire les choses que la douleur lui empêche de faire, Oui. comme par exemple profiter du temps avec sa famille ou de pratiquer une activité sportive, d'être à son plein potentiel de santé finalement. Puis nous, on répond à ce besoin-là. Je trouve pas on répond pas au besoin de soulagement de la douleur, mais ultimement, c'est que si on fait en sorte que le corps fonctionne mieux, qu'il y ait une meilleure circulation de l'énergie vitale, que le corps a une meilleure capacité de récupérer, de s'adapter et de recouvrer d'un paquet de trucs par lui-même, ben, on vient mettre une fondation solide sur comment est-ce qu'on peut construire ensuite notre C'est santé ça. avec les habitudes de vie. Parce que si au final, enfin, tu me dis si je me trompe, mais si ils pensent que finalement on est un médicament pour la douleur, un médicament vivant, ben ils se trompent parce que c'est pas du tout ça qu'on fait. Parce que le seul but de la chiro, c'est de faciliter la fonction du corps. Comme ça, lui, il peut justement se guérir, il peut fonctionner mieux. Et s'il fonctionne mieux, ben, il y a forte chance que ben, tu aies moins de douleur. Exact. Et je suis 100% d'accord avec toi, mais on doit faire face à des défis par Ouais, rapport à ça. C'est que, premièrement, c'est pas le message populaire qui est véhiculé en travers la population. C'est pas le message même qui est véhiculé par nos institutions chiropratiques, autant au niveau ouais, ordre et association professionnelle qu'au niveau de vos institutions académiques. Donc, encore une fois, on va populariser l'idée de la chiropratique comme un traitement efficace contre les maux de dos, les maux de cou, des choses comme ça. Donc, en plus, c'est ce que la population croit. Donc, autrement dit, si on a le même discours que la chiropratique est un traitement pour X, Y, Z, ben, les gens vont se mettre à nous comparer avec tout ce qui existe présentement. Et présentement, l'offre thérapeutique, elle est immense, hein. Il y a toutes sortes de professions, puis je pourrais en nommer des dizaines et des dizaines. Tout le monde ou presque agit en fonction des symptômes ou un traitement quelconque
pour un inconfort ou une douleur ou une condition ou une maladie. Donc, si nous, en tant que profession, on veut, on veut jouer sur ce terrain-là, bien, on se voit être en compétition avec tout ce qui existe. Alors que si on se permet de se rappeler d'abord ce que c'est la chiropratique, comment la chiropratique a été fondée, ben, de se rappeler que la chiropratique, ce n'est pas un traitement pour une condition neuromusculo-squelettique et que c'est pour un meilleur potentiel de vie, un meilleur potentiel de santé, c'est pour une optimisation de la fonction de notre système nerveux via une meilleure fonction de notre colonne vertébrale. Mais là, on rouvre un pan de possibilités qui est beaucoup plus large. La chiropratique a été quand même victime de son succès en ce sens que même si on avait un discours philosophique, un discours vitalistique, en termes de réussite, là, en termes de succès de traitement, là, si on veut parler sur ce langage-là, la chiropratique est quand même assez efficace. Donc, c'est pour ça que les gens peuvent être impressionnés par les résultats qu'ils peuvent obtenir. Mais si on se limite à cette petite tranche de tout ce qui est possible, ben, on coupe un potentiel immense au niveau de la vie parce que les gens, mais je le vois à travers ma pratique, comme probablement tes auditeurs aussi vont le voir, c'est que les gens qui viennent non seulement pour une symptomatologie, mais qui poursuivent après en optimisation, ben, souvent, ces gens-là ont une clarté mentale qui est beaucoup plus développée, ont une conscience d'eux-mêmes, de leur corps, de leur environnement qui est plus développée. Ils prennent des décisions plus éclairées dans leur vie, ont l'impression qu'ils sont plus en maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se connaissent davantage. Et ça peut être, oui, la chiropratique, pour moi, c'est un facteur, ça a un rôle à jouer qui est vraiment important et ça peut être autre chose aussi. Mais il en reste pas moins que les gens qui sont proactifs par rapport à leur santé et non par rapport à leur maladie, on va voir que ces gens-là ont une qualité de vie, une qualité de relation et une qualité de choix de Ouais. décision qui est grandement différente par rapport aux autres personnes. Ouais, ce que tu dis, Ça, c'est que si ça on s'arrête au traitement de la douleur, on oublie un paquet de choses, enfin, un paquet de bénéfices que les gens peuvent retirer de la chiropratique. Et moi, je suis exact. Et ça, complètement c'est notre d'accord avec toi. responsabilité de le dire, ça. Ouais. C'est le rôle pour moi du chiropraticien. C'est essentiel, au moins d'avoir cette ouverture-là et de partager la possibilité. Parce que si on ne le fait pas, personne d'autre va le faire. Hmm. Donc, en le faisant, au moins, on laisse la personne choisir. Évidemment, beaucoup de gens qui vont choisir ils vont choisir la première étape, puis avec les résultats, vont choisir de poursuivre. Certaines personnes vont choisir de se contenter du soulagement, mais c'est pas plus grave que ça. Si on leur donne un bon service, on les a accueillis, si on les a bien servis, bien, ces gens-là vont fort probablement penser à nous lorsqu'il va Bien sûr. arriver une rechute ou une récidive. Et là, ça sera une deuxième occasion de partager des possibilités, puis de faire en sorte que la personne puisse peut-être faire un choix différent pour sa santé à moyen long terme. Hmm. De toute façon, comme Arnaud il dit, quand on reçoit une personne, en fait, on ne doit pas avoir un agenda en lui disant, ben, enfin, en pensant aller trop vite, en fait, dans le processus, mais petit à petit planter des graines, en fait, et petit à petit, la personne, elle se retrouve 2 ou 3 ans après et elle continue de se faire ajuster, en fait, juste parce que c'était un ajustement après un ajustement. Exact. Donc, peut-être que... euh, et, et du coup, pour la suite de cette deuxième visite, tu reconnectes avec la personne, donc tu plantes une deuxième graine, c'est ça? Et tu proposes Exact. Ben, en fait, et après, du coup, excuse-moi, tu vas-y. proposes un plan d'ajustement. Tu proposes quoi aux patients? Ben, en fait, premièrement, là, la deuxième visite, c'est une façon de revenir sur la conversation de la première visite. Qu'est-ce que la personne a retenu de son premier ajustement? Hmm. Si elle a des questions par rapport au, à la communication qu'on a eue ensemble. Et puis, à partir de là, ben, je fais quelques rappels. Hein. Vous rappelez, on a discuté de telle chose, juste pour être sûr de bien ancrer les points importants. On regarde les résultats de son évaluation. Ensuite, pour ce qui est du programme de soins que je peux planifier pour cette personne-là, ben, je vais parler des différentes étapes qui sont possibles. Donc, évidemment, selon ce que la personne avait comme raison de consultation au départ, ben, on suggère habituellement des visites qui sont un peu plus rapprochées au début. Encore une fois,
c'est toujours sur le principe de temps et de répétition, hein. Si on veut faire en sorte que le corps se transforme, qu'il change, un peu comme faire du conditionnement physique ou apprendre un nouveau sport ou une nouvelle langue, eh ben, c'est avec le temps et avec la répétition. Donc, je parle de l'importance d'avoir cette première répétition-là au départ, puis avec un certain nombre de visites ou un certain nombre de semaines ou après X semaines, bien, on va faire une réévaluation pour faire une mise à jour sur comment les choses se sont installées, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est encore présent. Puis ensuite, bien, on espace graduellement les fréquences des visites pour que le corps acquiert cette mémoire-là, tienne plus longtemps, si on veut, les effets de l'ajustement. Puis on arrive à trouver une fréquence où là, à ce moment-là, ça va permettre de balancer le style de vie de la personne ou ce qu'elle demande à son corps versus comment est-ce qu'on peut libérer les choses au fur et à mesure. Donc, j'utilise beaucoup d'analogies aussi, comme par exemple un jardin où on va retirer les mauvaises herbes au fur et à mesure versus ne rien faire. Et puis là, tôt ou tard, ben, on va devoir passer beaucoup de temps et beaucoup de ressources sur l'entretien de notre jardin. Donc, c'est les différentes possibilités. Ça, c'est un exemple. Mais j'utilise aussi beaucoup d'autres analogies pour aider à ce que la personne puisse comprendre, ah, OK, oui, ça fait du sens. Et si Ouais. ça fait du sens, là, déjà, on a une connexion. Mais je ne demande pas, autant avant, je pouvais proposer des programmes de soins qui étaient sur une durée de 1 an ou de 6 mois. Là, je le fais très rarement. J'y vais vraiment étape par étape. Puis si la personne est d'accord avec ça, ben on fait une première étape ensemble. Puis ensuite, à chaque visite, on a toujours une communication de suivi aussi. Puis quand on fait la réévaluation après X semaines, ben là, ça nous permet de voir là où on en est. Est-ce que on a bien installé les choses finalement? Puis c'est là où on prend à nouveau une décision de poursuivre. Et puis, c'est un renouvellement continuel. Donc, c'est sûr que les gens, après, ils peuvent penser à toutes sortes de choses, ou peuvent avoir vécu des choses où il y a des anciennes croyances, des pensées qui refont surface, puis ça permet de recadrer les objectifs, de recadrer les attentes aussi. Donc, si la Mhm. personne s'imagine que je suis le seul responsable du succès de son programme de soins, autrement dit, si le focus est vraiment que sur la douleur, puis ça revient là-dessus, ben oui, on va recadrer. Puis s'il y a lieu, ben, je vais référer la personne à ce qu'elle poursuive ses soins chiropratiques, mais qu'elle peut-être consulte une autre personne qui pourra correspondre à son besoin, peut-être d'éliminer une certaine douleur ou quoi que ce soit. Mais Mhm. je veux que ça soit très clair que la chiropratique, c'est comme un outil dans le coffre à outils qui va pas remplacer tous les outils, mais qui est essentiel pour établir une fondation solide sur le fonctionnement de notre corps. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a la nutrition, l'activité physique, le sommeil ou un environnement extérieur qui est sain, avoir du plaisir dans la vie. Tout ça, ce sont des choses qui sont également importantes, mais qui ne remplacent pas la chiropratique et qui font en sorte que à ce moment-là, ça, c'est la responsabilité de la personne et c'est pas la responsabilité du Ouais. chiropraticien de faire en sorte que tout va être optimisé. Mais c'est la responsabilité du chiropraticien de bien communiquer qu'est la chiropratique et d'optimiser ce pilier-là, qui est le pilier central de tout le reste finalement. Hmm. Magnifique. Et toi, est-ce que ça a changé, enfin, tu m'as dit qu'effectivement, ça a changé un peu le programme de soins que tu donnais aux patients. Il y a d'autres choses qui ont changé, enfin, ces dernières années. Et pourquoi? Ben, en fait, au niveau chiropratique, c'est comme je l'ai dit, c'est dans ma façon de présenter les choses, puis dans ma façon d'être aussi à l'aise avec les, euh, les préoccupations des gens, de recadrer. On y va vraiment étape par étape plutôt que d'essayer de mettre un plan de match sur le long terme. En fait, on va convenir ensemble, Léo, que depuis les 3, 4 dernières années, c'est passé beaucoup de choses, hein. Avec la avec la pandémie, avec la COVID, ça l'a réorienté beaucoup dans les façons de faire des gens ou dans leur façon de pratiquer. Puis en chiropratique, on n'est pas exempt de ça non plus. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les gens, je le remarque aussi, c'est plus difficile, c'est plus ardu pour eux d'avoir une vision à long terme. Et les gens sont, je trouve, en tout cas, beaucoup plus pressés, préoccupés ou réactifs à beaucoup de choses. Donc,
on n'a pas une fenêtre très, très large pour connecter avec la personne. Et que si on sort du cadre, on perd la personne complètement. Donc, autrement dit, si on est très enthousiaste puis on veut partager la chiropratique et ce que c'est et tout ça, puis on n'est pas assez à l'écoute de la personne, ben la personne, pouf, va aller ailleurs parce qu'elle n'a pas nécessairement un sentiment d'engagement qui est établi de façon très, très forte. Ce que je veux dire par là, c'est que, ben, en fait, ça c'est peut-être ma perception aussi, là. C'est pas je prétends pas avoir la vérité, mais dans mon expérience actuellement, je vois que c'est important de prendre la personne, de prendre plus le temps avec la personne pour bien saisir chaque étape, chaque bloc du parcours, plutôt que d'exposer tout le parcours, puis ensuite on commence avec la première étape. Là, oups, la personne peut s'imaginer un paquet de trucs là, en fonction de ça. Donc, c'est comme prendre la personne par la main puis faire le parcours aussi Ouais. ensemble. Donc, ça, c'est ce qui a changé beaucoup. Alors, ensuite de ça, même, bon, c'est ma pratique qui a changé, mais c'est aussi ma vie personnelle qui a changé aussi. Donc, il y a un paquet de trucs qui sont en transformation aussi dans ma vie. Puis tout ça, ça m'a permis en fait, ça fait en sorte que j'ai dû aussi mettre la lumière sur moi et à prendre conscience des habitudes que j'avais ou des, 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 des comportements que je pouvais avoir ou de ma présence par rapport à moi-même, par rapport aux gens de mon entourage aussi, puis à réévaluer certaines façons de faire aussi. Donc, je suis présentement dans une période plus introspective aussi. Dans les dernières années, j'étais très impliqué avec MLS, avec toutes sortes de séminaires aussi, autant comme participant que comme conférencier, organisateur. J'avais un podcast qui s'appelait Live Code, que tu connais probablement. Et j'étais très, très, très actif aussi là-dessus. Puis là, il y a beaucoup de choses qui se sont transformées, ou ce qui, là, présentement, je suis dans une période de ma vie où je suis plus en réflexion sur me déposer, avoir un rythme de vie qui est beaucoup plus lent, puis de réévaluer vraiment pratiquement l'ensemble des sphères de ma vie pour me réaligner aussi, puis faire en sorte que je vais renforcer ma fondation. Parce Et que c'est je quoi pourrais peut-être avoir... c'est quoi ta Vas-y. stratégie pour justement réaligner tous ces aspects? Ben, en fait, la première étape, c'est de se remettre en question aussi, puis de voir est-ce que c'est encore aligné. Et il y a autant de raisons de dire oui que de dire non, hein, mais premièrement, c'est qui je suis fondamentalement, quelles sont mes valeurs importantes et qu'est-ce que je veux pour moi-même, pour ma vie, pour mon futur. Ça, c'est des questions qui sont pas évidentes à répondre. Ils peuvent être très inconfortables aussi à répondre parce on peut peut-être réaliser que la réponse est complètement différente de ce qu'on est en train de faire actuellement. Et plutôt que de changer drastiquement les choses, on peut se permettre de prendre une pause, de prendre un arrêt. On n'est pas obligé de faire les choses de la même façon. Comme par exemple avec mon cabinet chiropratique, ça me permet puis la Terre continue à tourner quand même, hein? Le soleil va se lever demain matin aussi. Mais c'est de prendre le temps justement de se déposer puis de ressentir la vie, de ressentir les messages qui sont là aussi autour de nous. Et puis, c'est un rythme qui est complètement différent, hein. C'est un rythme qui est beaucoup plus lent, mais qui permet d'avoir une meilleure connexion avec nos réponses intérieures aussi. Puis Hmm. ensuite, ben, si on se rend compte qu'il y a certains changements qui doivent être mis en place, ben, c'est de se poser la question, quelle est la priorité numéro un en ce moment pour moi? Que ce soit chiropratique ou au niveau de notre vie personnelle, quelle est la priorité numéro un en ce moment pour moi? Puis tout en continuant à faire ce que je fais déjà, si j'ai à le transformer, si j'ai à le changer, ça sera pour plus tard. Mais la priorité numéro un, je vais vouloir, bon, me poser ensuite la question, le 1% différent ou l'ajustement pour cette priorité-là, ça serait quoi? Hmm. Et parfois, c'est simplement de recadrer certaines de nos habitudes, certaines de nos façons de faire. Et puis ensuite, c'est de se réorienter avec le flow de la vie. Parce que je trouve ce qui a transformé beaucoup de choses dans les 3, 4 dernières années, c'est que ça, c'est en moi, mais je le constate pour un paquet de personnes, y compris beaucoup des gens qui viennent me consulter en chiropratique aussi, c'est de
on est passé d'un mode où on était très, très, très actif à vouloir créer les résultats dans notre vie, créer notre cabinet chiropratique, créer, en étant beaucoup sur un mode de faire, un mode d'action. Alors que là, les choses sont en train de se transformer pour être plus dans un mode d'attraction et de co-création avec la vie. Plutôt que de forcer la vie à vouloir s'adapter à nous, mais là, c'est nous qui nous adaptons au rythme de la vie, puis être vraiment connectés avec les messages subtils de l'intelligence universelle, de l'univers ou de Dieu, ou peu importe ce qu'on peut appeler, pour après ça se réorienter dans nos actions puis être dans ce parcours-là. Là, Ok. on s'en vient très philosophique, là, mais j'espère que je ne vous ai pas perdu, là, mais autrement dit, il y a des trucs qui fonctionnent très bien, on ne veut pas nécessairement les remettre en question. Puis il y a d'autres choses, c'est qu'on ne veut pas nécessairement tout transformer puis tout détruire ce qui a déjà été construit. Mais c'est de quand même se poser la question, est-ce que je suis dans l'obligation de continuer à faire les choses de la même façon? Et c'est quelle est mon intention aussi pour la suite? Est-ce que je veux continuer à pousser? Est-ce que je suis plus dans un mode de survie ou où je suis plus dans un mode service? Là, ça va orienter les autres questions, les autres réponses complètement différemment aussi. De toute façon, on n'est jamais à l'abri finalement de qu'il se passe des choses incroyables dans notre vie, quoi. Des choses qu'on ne s'attendait pas. Non. Exact. Et puis, ça, la meilleure façon de se protéger de ça, ben, on peut pas se protéger en ce sens que ça va arriver un jour là, dans notre vie. Et ça peut ne pas arriver, mais si ça arrive, comment est-ce que je vais réagir face à ça? Et la meilleure façon de se préparer à des événements comme ça, Ouais. comme pas seulement de façon tragique, mais n'importe quel événement de la vie, c'est de continuer à se mettre dans ses priorités. Donc, c'est super important, ça l'est encore plus avec toutes les turbulences qui existent en ce moment, le stress, l'instabilité, l'incertitude. Comment est-ce que je me positionne par rapport à ça? Bien, c'est de redoubler notre focus, notre présence à soi. Donc, de continuer à prendre soin de soi, de se faire ajuster en chiropratique, de garder des saines habitudes de vie pour entretenir notre énergie, entretenir notre puissance intérieure, entretenir notre ancrage, le temps en nature, la méditation, se détacher, se libérer de tout ce qui est compliqué, de tout ce qui est toxique, malsain finalement. Ouais, je vois. Et Et là, ce que tu ça dis, demande de faire une introspection, mais aussi une analyse, comme je le mentionnais, non seulement sur nos comportements, nos habitudes, mais également nos environnements, nos relations, ce à quoi on porte notre attention finalement, nos énergies, nos ressources, ouais. et de réallouer ça à des choses qui sont plus positives, qui sont plus énergisantes ou reposantes, qui nous permettent de nous déposer, de nous ancrer en même temps. Et en fait, oui, ce que tu dis, et je trouve ça vraiment bien, c'est on doit se préparer, en fait, se préparer à n'importe quelle éventualité. Et on ne peut pas maîtriser tout ce qui va se passer, mais on peut juste maîtriser comment on va pouvoir réagir et notre Mm. rapidité de réaction finalement à un problème. Exact. Mais ça, c'est l'histoire de la vie, en fait, hein. Je Ouais. crois que la vie, la vie, c'est une expérience. On veut que ça soit le plus plaisant, le plus harmonieux, le plus agréable possible. Mais la vie, c'est aussi de toujours se préparer à toute éventualité. Hmm. C'est Mais à d'être quel... vigilant, mais sans être dans l'hyper-vigilance non plus. On ne veut pas se créer de l'anxiété, là. Mais en fait, c'est comment est-ce que je peux me préparer à toute éventualité? C'est de faire le travail personnel, de faire l'entraînement sur moi-même. Donc, développer sa santé, développer ses réserves d'énergie, développer sa connexion à soi, sa, sa résilience, la capacité à être calme, à maîtriser ses émotions, à les observer, à les accueillir, mais ouais. à savoir bien les gérer aussi. Ça, ce sont des clés qui vont nous servir pour toute notre vie. Mais quelle est la limite finalement entre profiter de la vie, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça, il faut profiter, et justement pouvoir faire attention à chaque chose qu'on fait. Ah, mais on peut faire ça à la fois aussi. On peut profiter de la vie aussi également. En fait, oui, on veut que la vie, ça soit plaisant, mais c'est de se poser la question, profiter de la vie, pour moi, est-ce que c'est vraiment profiter de la vie ou c'est plutôt pour éviter ou fuir des situations inconfortables Hmm. ou tenter de les repousser en faisant semblant que ça n'existe pas. Mais
ça, c'est une question qu'on peut se poser, mais sinon, profiter de la vie, pour chaque personne, profiter de la vie, ça a une définition différente. Donc, premièrement, ça serait de définir c'est quoi profiter de la vie. Et c'est quoi pour toi alors, profiter de la vie? Moi, c'est d'apprécier chaque moment du quotidien, c'est de passer du temps en nature, c'est c'est d'avoir l'opportunité de me créer une liberté où ça va me permettre de voyager, de faire des activités et en même temps d'apprécier ce que je fais aussi. Le profiter de la vie, c'est d'apprécier chaque moment, autant quand je suis dans mon cabinet chiropratique qu'à l'extérieur de mon cabinet chiropratique. Ouais. Et c'est pour ça, ben, c'est d'arriver à être soi-même, puis à bien se connaître, puis à être aligné avec ses valeurs. Donc, si on fait des choses qui ne nous plaisent pas, mais ça fait partie de la vie, ça aussi. Est-ce que de faire ces choses-là, ça me permet de développer une qualité où je vois qu'il y a un résultat positif de l'autre côté? Mais là, je vais continuer à le faire. Il y a une différence entre chercher à toujours être confortable versus construire une vie qui nous ressemble, qui va être Ouais. épanouissante. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc, si la personne recherche la sécurité et le confort à tout prix, bien, elle va tout faire pour essayer d'éviter d'avoir de la douleur ou d'avoir de l'inconfort ou d'avoir des souffrances. Et c'est dans la nature humaine, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui va créer nécessairement une vie qui va être pleinement épanouissante. Hmm. Ben ça, c'est ma Oui, perception. parce Encore que une fois, je prétends pas avoir la vérité, mais c'est fait de haut et de bas de toute façon. Et donc, si on cherche ben, toujours à être en haut, ben, comme tu dis, nécessairement, ben, on retrouve en bas rapidement, quoi. C'est c'est ça. possible, en tout cas. Ben, en fait, il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est le terme équanimité. C'est que peu importe ce qui arrive dans la vie, c'est d'être en paix avec tout ce qui peut arriver. Ah oui. Donc, il va y avoir des moments euphorisants, des moments de grande joie, puis ça, c'est de l'apprécier puis de le vivre à fond. Mais en ayant en tête que tout est temporaire, puis c'est des moments qui Ouais. vont passer, ça aussi. Donc, profitons-en pendant que on est dans cette période-là. Et il va y avoir d'autres moments où ça va être plus difficile, où ça va venir nous chercher dans nos retranchements, dans notre noirceur peut-être aussi, mais c'est de pas demeurer dans un état de découragement ou de négativisme en sachant que ça va passer ça aussi. Et moi, je crois dans ma croyance fondamentale, c'est que tout existe dans la vie pour notre mieux-être, c'est-à-dire pour nous aider à mieux nous connaître, à mieux apprendre, à mieux agir, à mieux réagir. Donc, pour moi, je saisis je veux voir chaque opportunité de la vie, chaque situation de la vie comme une opportunité pour moi de mieux me connaître, de mieux me développer. Donc, c'est entendu que je suis humain aussi. Parfois, je vais réagir de façon où j'aurais aimé peut-être réagir de façon différente. Mais avec le recul, j'essaie d'avoir justement ce discernement-là pour essayer d'apprendre de chaque situation aussi. Puis quand c'est plaisant, c'est tant mieux. Je vais avoir le courage de suivre mes instincts, de suivre mes intuitions pour arriver à me réaliser pleinement, puis être au service, puis à faire en sorte que on puisse créer ensemble un monde où il fait bon vivre et en même temps, ben, en sachant que les épreuves, les situations extérieures, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Je demande à avoir la force, le courage pour bien m'adapter puis être résilient par rapport à ces situations-là aussi pour pouvoir me développer aussi comme personne puis être une source d'inspiration pour les autres. Ça fait partie de mes objectifs de vie. Hmm. Encore une fois, de la façon que ça va se matérialiser, j'en ai aucune idée. J'essaie justement de me dire qu'est-ce qui est là au moment présent et sans me donner une pression de devoir être qui que ce soit, mais c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui compte aujourd'hui? Qu'est-ce que la vie me demande aujourd'hui? Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rendre service à quelqu'un ou me rendre service à moi? Donc, là-dessus, ben, c'est, c'est d'avoir oui, le plus possible d'avoir une vision pour se donner un sens de direction, mais tout en ayant en tête que la vie, ça se passe au moment présent, puis c'est une succession de moments présents. Ouais. Ce que j'ai l'impression, c'est que moi, un de mes objectifs, c'est toujours comment avoir du succès finalement dans sa vie ou dans son cabinet. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup faire des interviews avec des gens qui ont déjà du succès, comme toi, comme Arnaud. Enfin, mais finalement, et voilà. Et en fait, c'est les actions qui font, enfin, que vous faites, qu'on fait, qui vont justement nous mener à un certain endroit, en fait. Et si on le fait avec assez de consistance, assez de régularité, ben, au bout d'un moment, on arrive, quand on est en bas, on a l'impression que c'est dans les étoiles finalement. Hmm. Mais finalement, ben, une étape après l'autre, comme tu dis, un réveil tôt le matin après l'autre,
et tu arrives et tu peux organiser des grands séminaires. Tu peux voir beaucoup de monde dans ton cabinet. Tu peux côtoyer des masters, c'est ça? Ben, en fait, ça commence par définir pour toi, c'est quoi le succès. Ouais. Parce que le succès, je l'ai mentionné un peu plus tôt dans notre interview, quand j'étais aux études, j'avais une vision de ce que pouvait représenter un cabinet chiropratique à succès avec les personnes avec qui j'ai fait des séminaires et puis je m'étais dit que c'était ça le succès. Alors que j'ai cheminé, puis des années plus tard, ben, ma définition du succès allait changer. Donc, c'est le plus possible en fonction de ce que tu connais présentement et en fonction de ton état de conscience actuel, quelle est ta définition d'une vie épanouissante, de succès. Et ensuite, vraiment de te poser la question, pourquoi est-ce que tu veux ça? C'est quoi ton why finalement? Hmm. Est-ce que c'est parce que tu te cherches à te définir par rapport à d'autres personnes ou c'est vraiment qui tu es? Ou est-ce que c'est parce que c'est le standing social ou si c'est vraiment la définition de ta personne? Ou si c'est pour être plus accepté ou être vu, d'être mieux, d'avoir une meilleure notoriété auprès de ta famille ou auprès de ta communauté? Ou c'est vraiment aligné avec tes valeurs? Hmm. Donc ça, c'est une question qui est hyper importante. Et là, ça te permet peut-être de recadrer quelle est maintenant ta définition d'une vie épanouissante ou du succès. Ensuite, de dire, OK, une personne qui aurait déjà réalisé ça, quelles sont ses habitudes, quels sont ses rituels, quelles sont ses façons de se nourrir, de bouger, de penser, de se vêtir. Encore une fois, est-ce que c'est ce que je veux? Donc, c'est de reposer la question sous différents angles. Et ensuite, c'est de se dire, bah, OK, maintenant, je commence par quoi? Parce que, en fait, c'est de se développer une discipline de vie qui va être alignée avec ce que l'on veut, mais en même temps, tout en ayant en tête que le but, c'est pas la destination, c'est est-ce que le parcours pour me rendre là, c'est quelque chose qui Ouais. m'inspire, qui m'intéresse. De me développer de cette façon-là, est-ce que c'est quelque chose qui m'inspire? Et là, go, on y va. Il y a des journées où ça va être plus facile, d'autres journées, ça va être peut-être un peu moins facile, mais c'est la discipline, comme Arnaud le disait, puis c'est pas le seul qui le disait non plus, mais la discipline, c'est de se rappeler de ce que l'on veut. Hmm. Donc, c'est pas de s'imposer une rigidité, des contraintes ou des obligations qui finissent par nous peser sur les épaules, mais c'est de se rappeler de ce que l'on veut, puis de rester inspiré, de rester connecté. Ensuite, c'est d'être aussi assez honnête avec soi-même pour voir où sont les fuites, où sont les sources peut-être de distraction ou les endroits où je peux peut-être dévier du parcours. Quels sont les pièges à éviter? Donc déjà là, ça nous permet de voir peut-être certaines de nos tendances et puis de recadrer, de toujours rester bienveillant envers soi-même, mais Ouais. quand même être assez comme je vais dire le mot discipliné parce que ça n'a pas toujours une connotation très positive, mais en fait, quand on le voit sous l'angle de se rappeler de ce que l'on veut, ben pour moi, ça devient beaucoup plus inspirant pour OK, courage, je vais développer cette force-là, cette force de caractère-là, puis de se développer dans des nouvelles habitudes. C'est jamais facile au départ, mais si on se rappelle de ce que l'on veut, puis comme le système nerveux se forme avec le temps et avec la répétition, puis on apprend comment les connexions nerveuses se forment aussi dans notre cerveau, dans notre système nerveux, mais qu'on persiste avec le temps et avec la répétition, on finit par atteindre des résultats et on finit par on finit par rencontrer des opportunités, des personnes qu'on n'aurait pas soupçonnées avant. Et là, c'est là qu'on voit qu'on a des Ouais. confirmations sur le parcours qui nous encouragent à continuer aussi dans cette direction-là. Et si à un moment donné, on se rend compte que c'est plus du tout aligné avec qui on est, avec ce que l'on veut, avec notre nouvel état de conscience, ben, on peut toujours changer. Donc, c'est ça qui est magnifique aussi dans la vie, c'est qu'on n'est jamais obligé de rester sur le même parcours. Mais il faut rester quand même assez longtemps pour en avoir vraiment une idée Ouais. claire de ce que ça peut mener. Parce que c'est toujours plus facile de ne pas faire de sport ou de ne pas aller à la salle de sport versus de se lever le matin puis d'aller à la Ouais, salle de sport. c'est comme tu dis, avoir Ouais. un regard assez haut pour te dire, bon, pourquoi je le fais? Si c'est juste pour me distraire parce que j'ai pas envie de regarder ma discipline finalement, ou alors je le fais parce que ça me fait plaisir. Et ça, j'ai l'impression que c'est une question un peu universelle, mais qui est hyper importante. Ne pas se mentir à soi-même, quoi.
C'est ça, puis ça fait en sorte que quand on vit sous cette façon-là, de cette façon-là, on, ça nous permet aussi de mieux se connaître, mais aussi de mieux connaître les autres. Donc, en tant que chiropraticien, on fait le lien comme ça, mais dans notre cabinet chiropratique, après, on rencontre toutes sortes de gens qui font face à des défis, qui font face à leurs propres croyances ou à leurs pensées limitantes. Puis, ça nous permet de mieux connecter aussi avec eux, puis de leur offrir cette possibilité-là que les choses peuvent être différentes. Et Et moi, est-ce que ça fait une différence dans ta pratique si tu es dans cet état, si tu te poses ces questions, ou alors c'est juste euh, une façon de gérer sa vie, quoi. en fait, moi, je vois ma pratique chiropratique est à l'image de la personne que je suis. Et Donc, autant, pour toi, tu as eu du succès et tu as du je succès. considère que ça, plusieurs. En fait, bon, je le dis aussi en toute transparence, je suis une personne qui est assez exigeante envers elle-même. J'apprends à être de plus en plus bienveillant envers moi-même. Mais d'un autre côté, je considère il y a un paquet de trucs que j'ai réussi dans ma vie, puis il y a un paquet de trucs que j'aimerais aussi refaire, mieux faire dans ma vie, où j'ai l'impression que j'ai pas fait nécessairement ce que j'aurais pu ou ce que j'aurais dû faire. Mais en même temps, tout ça, c'est du passé. Puis c'est qui je suis aujourd'hui qui compte et ce que je fais avec maintenant mon état de conscience actuel, avec mes connaissances actuelles, qu'est-ce que je choisis de faire maintenant ou comment je choisis de me positionner maintenant. Donc, c'est pour ça que je dis que ma pratique, c'est le résultat de ma vie ou c'est à l'image de ma vie aussi. C'est que si je travaille sur ma vie, je travaille sur moi, ben, ça va faire en sorte que ben, la pratique, je vais continuer à travailler aussi sur ma pratique. Les gens que je vais rencontrer vont être à l'image de ce que j'ai besoin de travailler sur moi aussi. Et je vais être là aussi pour les servir. Donc, je le vois comme un flow, un continuum aussi. Puis, c'est quelque chose on a déjà parlé hors caméra, mais aussi avec Arnaud, entre autres. C'est les objections que l'on reçoit dans notre pratique ou les commentaires que l'on reçoit, autant dans notre pratique que dans notre vie personnelle c'est aussi bien souvent des reflets de certaines choses que l'on doit travailler, que l'on doit renforcer sur soi-même, ou que l'on doit mettre en lumière aussi sur soi pour voir par exemple, moi, mes propres croyances par rapport à cet aspect-là, Ouais. mes propres peurs, mes propres pensées limitantes par rapport à tout ça. Donc, en faisant le travail sur soi, ça permet de se renforcer, de se développer aussi en confiance, de se développer en ouverture. Ça nous permet d'être beaucoup plus en connexion avec les autres, avec les gens qui viennent nous consulter dans nos cabinets pour pouvoir mieux les mettre en confiance à leur tour pour qu'ils puissent prendre action sur leur vie aussi. Hmm. Et est-ce que les hauts dans ta vie, c'était aussi les hauts dans ton cabinet ou pas forcément? Oui, en fait, je pourrais dire que les journées où je me sentais pas en énergie optimale, il arrivait toujours des situations dans les journées où j'étais au cabinet qui étaient le reflet de ça, comme par exemple, les gens peut-être qui se présentent moins à leur rendez-vous ou que les gens appellent pour déplacer leur rendez-vous. Finalement, c'est comme si le chemin allait s'ouvrir pour ouais, je pense que Charles, tu avais besoin de repos cette journée-là ou tu n'étais peut-être pas assez focus. Puis c'est comme si la vie me répond. Et ça me permet, bon, je veux pas être obsessionnel non plus là-dessus, mais moi, je mets quand même la lumière sur moi beaucoup dans des situations comme ça, où quand c'est une journée qui allait moins bien, comment est-ce que mes pensées étaient à ce moment-là? Ou comment avait été mon rituel matinal ce matin-là? Qu'est-ce que j'avais mangé même? Et si ça me permet d'avoir des pistes de réflexion pour, oui, prendre conscience de certaines choses, je le faisais parfois, il n'y avait pas nécessairement de lien, puis Ouais. c'était juste, bon, OK, c'était un test pour accepter et faire confiance et que demain sera une journée complètement différente. Ça peut être aussi meilleur, ça peut être différent. Tout simplement, je suis là pour accueillir ce qui est là présentement. Ouais. Et autant à l'inverse, quand ça allait super bien ou quand je venais de vivre une expérience extraordinaire comme le séminaire MLS où on s'était rencontrés à Paris, c'était une de mes plus belles fins de semaine de toute ma vie. Et là, j'ai essayé de déconstruire ça et de comprendre, OK, dans quel état j'étais par rapport à la vie, qu'est-ce que j'avais mangé, comment était mon niveau d'énergie, tout ça. Et puis là, j'arrive aussi à faire des liens. Donc, c'est quand même intéressant aussi de faire ce retour-là à la fin d'une journée, peu importe ce qui s'est passé, de revisiter les conversations que j'ai eues avec certaines personnes. OK, encore une fois, c'est toujours pour prendre conscience de plusieurs aspects sur moi-même, puis
que je peux continuer à bien faire, ce que je peux continuer à améliorer. Puis c'est dans cette optique-là de croissance et d'évolution, ben, ce qu'on fait va être à l'image de ce que l'on est, hein. Donc, si on est en croissance, mais je vois que ma pratique va être en évolution également ou encore plus en alignement. C'est pas toujours en croissance de plus en plus de personnes, pas ça nécessairement, mais c'est un endroit où une pratique va être de plus en plus nourrissante et Ouais, satisfaisante, tant pour moi que ouais. pour les gens qui viennent me consulter. Hmm, incroyable. Donc, si je résume, en fait, ce que tu viens de dire, c'est que pour avoir du succès, il faut d'abord définir ce que c'est le succès, puis après s'entourer de mentors qui ont une carrière, enfin, une carrière ou un succès qui ressemble à ce que tu veux avoir, et ensuite mettre en place des choses qu'ils ont, enfin, et s'inspirer des gens qui ont déjà réussi pour aller dans cette direction. Et peut-être même encore plus loin, voir un peu tous les aspects de la vie de cette personne, parce qu'il y a des gens, ils ont un succès incroyable en chiro, mais ils ont foiré leur mariage, ils ont foiré leur, enfin, ils ont foiré plein de choses, mais bon, Ouais, bien que forcément, il y a il y a des aléas de la vie et c'est pas que, mais bon, on peut tout prendre en compte, quoi, finalement. c'est ça. Ben, en fait, c'est de là qu'est née la philosophie de Life Code. Ouais, Parce que Life Code, c'était d'établir, de construire une vie qui était à notre image, une vie qui était épanouissante dans toutes les dimensions importantes de notre vie. Parce que les gens peuvent avoir beaucoup de succès dans une dimension, puis sur d'autres dimensions, c'est complètement à la dérive. Des gens qui ont du succès incroyable avec leur santé, c'est carrément au tapis, puis où les relations sont pas adéquates, ou les finances non plus. Donc, c'est possible. C'est pas nécessairement courant de voir ça, mais c'est définitivement possible de vouloir être en progression, d'être en évolution. Le but, c'est pas d'avoir une vie parfaite nécessairement, mais c'est exact. d'avoir, de se sentir en progression et de plus en plus aligné avec ce qui est important pour nous. Et donc, les 5 étapes de Life Code, la première étape, c'est de s'aimer, donc de se considérer justement, de sentir que l'on est méritant de pouvoir vivre une vie qui est à notre image. La deuxième étape, c'est se connaître. Donc, c'est là la définition de pour nous, qu'est-ce qui est important, c'est quoi la définition du succès pour nous, quelles sont mes valeurs, quelles sont les choses qui sont importantes pour moi, quel est mon why, donc la raison pour laquelle ça c'est important pour moi. Donc, s'aimer, se connaître, ensuite, c'est se gérer. Donc, se gérer, c'est autant au niveau physique, mental, émotionnel, spirituel, financier, relationnel. Donc, de construire sa personne à travers ses habitudes de vie. Puis, la quatrième étape, s'entourer. Donc, s'entourer de gens qui nous supportent, qui nous soutiennent, qui nous inspirent, mais aussi des gens pour qui on peut être une inspiration, qui peuvent également suivre notre élan, notre momentum et de qui on peut apprendre également aussi. Et ensuite, la cinquième étape, c'est s'élever. Donc, Hmm. continuer, progresser finalement. Donc oui, avoir des mentors, c'est super important, mais dans le but d'être inspiré également par leur façon de vivre sur quelque chose qui nous inspire, sans vouloir répliquer nécessairement, mais de revisiter ça avec nous-mêmes pour se dire, OK, pour moi, qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui est inspirant pour moi? Hmm. Et donc, de continuer à vivre en faisant des expériences finalement, puis en Ouais. faisant les fine-tuning, les ajustements nécessaires pour garder cet alignement-là et puis cette belle conscience-là. Et c'est là où c'est pas que je me suis trompé, mais j'ai dit, enfin, j'ai un peu défini comme un état stagnant, en fait. Par exemple, un pic, se dire, je veux être ici. Mais en fait, ce que tu viens de me dire et de me rappeler, c'est qu'en fait, c'est plus la façon dont on va décider de progresser dans chaque étape de sa vie. Ouais, c'est Et comme ça que je le vois. c'est ça le plus important parce qu'on peut jamais, enfin, on le dit toujours, mais la santé, c'est pas un événement, mais c'est un processus. Et Exact. comme tu dis, la majorité des choses dans la vie, enfin, c'est un processus en fait. Il faut pas oublier C'est ça. ça. Parce que, ben, en fait, oui, c'est bien de vouloir viser le sommet d'une montagne, mais en fait, se rendre au sommet, ça nous permet de voir qu'il existe d'autres sommets, ou ça nous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble, mais c'est loin d'être la destination finale, parce que dans bien des cas, encore une fois, là, on va faire souvent la même erreur, c'est qu'on va
on pense au départ que d'atteindre un certain statut ou d'atteindre une certaine destination, c'est là ça va nous faire rencontrer le bonheur ultime. Alors que dans bien des cas, on va avoir atteint des objectifs, on va être très fiers de nous pendant quelques temps, puis là, tout à coup, ça, on va, on va devenir habitué à ce nouvel état-là, puis il va nous manquer quelque chose. Donc, je crois qu'un des besoins fondamentaux de la vie, c'est l'évolution, c'est la progression aussi. Mm. Et en même temps, c'est aussi le contentement. Donc, c'est un mélange de lâcher prise et de tenir bon, hein, de tenir bon sur ce qui est important pour nous, mais de savoir aussi lâcher prise. Et oui, profiter de la vie, oui, relaxer, oui, avoir des périodes où on ne fait absolument rien, justement pour permettre de savourer, de contempler. Ça, c'est aussi important, sinon plus que tout le reste, en fait. Il y a des périodes comme ça où c'est très important, parce que ça fait partie des cycles de la vie. Donc, il y a des cycles où on va être, oui, plus dans l'action, et puis il va y avoir d'autres périodes de la vie où ça va être vraiment plus calme, plus en, en enracinement, en ancrage. Et puis là, whoop, il va arriver d'autres circonstances où là, on va être inspiré à vouloir être propulsé vers autre chose. Mm. Et ces cycles-là peuvent apparaître au courant d'une journée, au courant d'une semaine, au courant d'une année, au courant d'une décennie. Donc, encore une fois, c'est d'essayer de s'aligner avec le flow de la vie, de créer son propre flow, mais en même temps d'être aligné avec celui de la vie, ce qui fait en sorte on va avoir une fluidité, on va se dégager de beaucoup de pression aussi, de devoir atteindre, être ou faire quoi que ce soit finalement. C'est incroyable ce que tu dis parce que des fois, on peut se dire, ah ouais, c'est un peu perché, tu vois, on parle du flot de la vie, etc. Mais finalement, c'est des choses extrêmement basiques de la nature. Arnaud, il nous disait toujours expansion, contraction. Par exemple, enfin, un ruisseau, il va devenir plus gros et il va se réduire après. Une femme enceinte, elle va devenir, elle va prendre du ventre, elle va accoucher, puis le ventre, il va se rétracter. Et en fait, c'est juste des cycles de la vie qui sont universels. Et l'idée, c'est juste d'arriver à surfer pour, ben, enfin, pour gérer les choses qui se passent finalement. Ouais, mais c'est de se poser aussi la question, comment est-ce que je veux vivre ma vie? Parce que je peux avoir des pensées ou des croyances qui vont faire en sorte que j'ai une certaine vision du monde et que les choses doivent se dérouler d'une certaine façon. Et ce que ça implique, cette vision-là, c'est que ça va amener beaucoup plus de résistance, ça peut Mm. amener plus de confrontation, ça peut amener plus de douleur et de souffrance aussi au bout de la ligne. Et parfois, je suis conscient que parfois, il faut se mettre dans des situations inconfortables aussi si on veut progresser, mais si on est constamment dans la rigidité, dans les résistances, dans les confrontations, dans les batailles, dans les discussions de justification de quoi que ce soit, mais je crois qu'on est complètement désaligné. Ça, c'est ma vision des choses. Mm. Puis il y a une autre façon de faire qui, oui, va respecter les cycles de la vie parce que, oui, il va y avoir des périodes d'expansion, des périodes de contraction, mais on va sentir que les choses arrivent plus naturellement. Ou quand on lâche prise justement sur cette vision-là où on était plus rigide, que, whoop, tout à coup, il y a un chemin Ouais. qui s'ouvre, des possibilités qu'on n'avait pas vues, justement parce que sinon, on avait un regard qui était beaucoup trop étroit. Et là, tout à coup, en ouvrant cette perspective-là, en ayant un détachement, une meilleure vision d'ensemble, là, ça nous permet de voir d'autres possibilités que celles qu'on pouvait avoir entrevues au départ. Si on est trop loin à l'autre bout du spectre, ben là, on est dans le, je vais dire, le fainéantisme où on se laisse bercer par le vent, les circonstances de la vie. On n'est pas nécessairement ancré ni aligné en quoi que ce soit. Et là, on est victime des circonstances extérieures. Donc, autant, il faut trouver c'est pour ça que je disais le mélange de lâcher prise et de tenir bon. C'est que parfois, il faut savoir le bon moment pour lâcher prise. Et pour d'autres moments, c'est vraiment important à ce moment-là, non, de se ressaisir puis mais c'est son ancrage, c'est sa position personnelle qui va définir un paquet de trucs là Mm. pour l'avenir finalement. Ouais. Donc c'est pour ça on est notre propre pilier central. Donc mes habitudes de vie, mon corps, ma santé, mes relations, mon environnement, mes priorités, c'est de savoir gérer ça pour ensuite être encore plus apte à servir les autres. Sinon, on cherche toujours une façon d'être ou de faire, ou on cherche à comment survivre, mais
si on n'est pas aligné, on manque complètement le bateau. On est inconscient d'un paquet de trucs aussi importants. Hmm. C'est fou. Lâcher prise et tenir bon. Ben, si on veut du changement dans notre vie puis on l'a pas, ben, ça veut dire qu'on doit changer quelque chose soi-même. Il faut soit Soit, travailler, soit lâcher prise. ben, c'est ça. Si on est faut s'observer qu'est-ce que je suis en train d'être en ce moment ou qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment. Si ça donne pas les résultats que je souhaite, ben, je dois changer quelque chose. Ma façon d'être, ma façon de faire, ma façon de communiquer ou ma façon de percevoir ce qui se passe devant mes yeux finalement. Incroyable. Euh, Juste, j'aimerais te relancer sur, enfin, mettre un petit highlight, le fait que Life Code, j'ai regardé du coup forcément tes épisodes et j'en avais écouté quelques-uns, enfin même beaucoup, il y a quelques années. Et là, du coup, j'ai regardé, j'en ai réécouté plein aussi, mais je me suis surtout rendu compte que tu as fait 590 épisodes de Life Code. Et je trouve ça absolument phénoménal, d'autant plus qu'il y a un copain, c'est Romain, mon copain de toujours. Il me dit, tu sais, avec Iris VTS, c'est ouf, tu fais partie des 1% des podcasts dans le monde. Et je lui dis, mais pourquoi tu me dis Wow! ça? Il y a du monde qui écoute, mais pas, c'est pas énorme. Il me dit, ben, parce que il y a 99% des podcasts qui font pas plus de 5 épisodes. Et Wow! et du coup, c'est incroyable parce qu'avec Chris, là, on en est au 71e épisode, mais toi, tu en as fait 590. Comment on fait ça? Ouais, ben en fait, faut pas se comparer parce que c'est pas du tout le même format aussi. Puis c'est un travail colossal que tu fais aussi de connecter avec les gens, puis de préparer les interviews, puis de faire le montage par la suite, puis le temps de l'entrevue comme tel, d'aller en profondeur, c'est exceptionnel aussi. Fait que pour ça, dois être très reconnaissant et fier de ce que tu fais aussi. En ce qui me concerne, ben je me suis jamais posé la question jusqu'où j'allais me rendre quand j'ai démarré LiveCode, mais j'avais l'intention de vouloir diffuser un max d'informations puis d'essayer de le faire de façon assez répétitive pour créer aussi un engouement. Donc, je m'étais vraiment engagé à le faire à raison de 4 fois par semaine. Puis c'est un format complètement différent du tien, hein. Moi, c'était des épisodes de 10 à 15 minutes, parfois un peu moins, parfois un peu plus, mais sur un sujet différent, sur la vie, la santé, le développement personnel, le mindset, des trucs comme ça. Et puis, j'ai comme été pris dans l'engrenage. Je continuais par habitude, en fait. Et puis, là aussi, ça fait quand même partie de mes réflexions. Là, je voyais que j'étais peut-être un peu moins aligné. Je continuais par habitude plus que par intérêt. Et aussi, ben, il y a eu des changements dans ma vie qui ont fait en sorte que je réalisais que je devais recadrer aussi les choses. Donc, LiveCode n'est pas mort, mais il est sur la glace, mais j'ai bien l'intention de reprendre aussi quand même. Je sens maintenant, dernièrement, il y a certains appels à revenir, mais en même temps dans un format que pour moi, je veux qu'il soit aligné aussi. Et également, ben, avec tout ce qui se passe également dans le monde, je crois que l'information est toujours pertinente, mais de ce que je veux partager maintenant, je veux que ça le soit davantage. Donc, je suis plus dans une période de réflexion en ce moment. Mais en demeure pas moins que tout ce qui est là existe encore et c'est encore disponible. Et puis j'invite les gens à aller écouter puis à venir me contacter aussi en privé pour les commentaires et quoi que ce soit. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Puis je suis même touché par ce que tu me mentionnes aussi. Je savais pas non plus qu'il y avait autant de podcasts avec si peu d'épisodes. Ce qui fait en sorte que ben ça, c'est un peu comme dans la vie, hein. C'est difficile de continuer, mais finalement, c'est facile de continuer. C'est encore plus difficile de poursuivre quelque chose, hein. De commencer, c'est déjà un grand pas, Oui. mais de poursuivre quelque chose, ouais, ça l'est davantage, finalement. Hmm. C'est vraiment impressionnant parce que c'est vraiment une règle, ça. Enfin, je te parle de la consistance, mais rien que par exemple pour le marathon, il y a tout le monde qui s'inscrit. Il y en a déjà, si tu prends le départ, tu as déjà gagné une partie de la course parce qu'il y en a plein, ils n'ont pas pris le départ. Si en plus tu arrives à Exact. la ligne d'arrivée, il y en a plein, ils ne sont pas arrivés à la ligne d'arrivée. Et si tu n'es pas obligé de gagner finalement pour avoir une place extraordinaire, finalement, rien que de Ouais. partir finalement.
t'es avancé. Mais après, si tu le fais de façon régulière, ben, tu peux arriver à un résultat comme le tien. Ça m'impressionne toujours. Ben, en fait, ça reste que c'est un parcours personnel aussi. Le danger à travers tout ça, c'est le piège, c'est pas un danger, mais le piège, c'est de se comparer avec d'autres Oui. personnes, alors que tout le monde a son propre parcours, tout le monde a sa propre histoire, tout le monde a ses propres défis, ses propres croyances, ses propres pensées, ses propres expériences aussi. Donc, si on commence quelque chose, il faut en être inspiré parce que c'est gratifiant d'abord pour soi et le désir de servir. Ensuite, si on continue, c'est parce on sent que c'est encore aligné pour soi. Il faut être reconnaissant pour chaque étape, hein. C'est là l'importance de la gratitude aussi, c'est de dire, hey, je suis comme, oui, il y a tel truc que je fais pas ou je veux m'améliorer sur tel truc, mais je suis quand même très fier de réussir à faire Ouais. cette chose-là super bien. Et je suis quand même fier de faire de mon mieux, même si je suis pas le meilleur, mais je fais de mon mieux puis je m'y investis à fond. Et puis, c'est de continuer puis de revisiter notre alignement, notre énergie à toutes les étapes finalement. Et il y a toujours aussi des bons moments pour abandonner. Hein? Il y a toujours la philosophie où on disait non, Ouais. continue, 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 discipline, effort, etc. Mais parfois, Hmm. il y a des moments où ça peut être très pertinent d'abandonner aussi, en fait, de lâcher prise. Abandonner ne veut pas dire échouer, ça ne veut pas dire abandonner pour toute la vie, mais c'est de savoir prendre une pause, puis de reconfirmer notre alignement, et ensuite, ben, reprendre, ou soit refaire autre chose, ou soit se transformer, ou bref. C'est pour ça que c'est la fluidité et la flexibilité qui sont des clés également importantes. Mais Hmm. toutes ces choses-là, ce que tu mentionnes, c'est vrai aussi, hein, c'est de savoir célébrer les victoires, de garder notre vision, mais de surtout garder notre alignement par rapport à notre direction. Puis s'il y a un parcours qui est plus aligné, ou qui est plus énergisant, qui est plus inspirant, ben c'est de voir ou justement, est-ce que c'est une fuite ou c'est parce que oups, j'ai été impressionné par la nouveauté, puis ça me crée une distraction. Mais parfois, non, c'est OK de changer de route Ouais. et de revenir ou de poursuivre. Bref, tout est possible. Mais qu'est-ce qui est aligné avec toi? C'est surtout cette question-là que je cherche à me poser aussi. Puis comment est-ce que je vais évoluer comme personne? C'est ce qui me permet de confirmer les choses que je fais déjà, puis de me rappeler de choses importantes que je faisais peut-être un peu moins, que je veux recommencer à faire, puis d'être inspiré à justement me développer sur d'autres choses importantes. Hmm. T'as raison de rappeler ça parce que moi, je me considère comme la première victime de la comparaison, tu sais. Et donc, ça fait aussi du bien de se dire que, effectivement, abandonner, ce n'est pas échouer et qu'on n'est pas obligé de se comparer pour réussir aussi, hein. Ben, ça reste que c'est une, une définition très personnelle aussi. Ouais, Mais on vit dans une société de comparaison. On vit ouais, dans une société de compétition, mais en même temps, il y a quelque chose en ce moment qui est en train de changer. On peut définitivement changer de l'esprit de compétition à l'esprit de coopération. Et la meilleure façon de coopérer, c'est pour moi, c'est encore de se connaître, de se définir comme personne, puis de contribuer sur des choses qui nous inspirent. Si tout le monde faisait ça, là, on pourrait ensuite coopérer, mais tout le monde amène sa contribution personnelle. Ben, pour moi, c'est la meilleure définition de la coopération hmm, de groupe, de communauté. C'est comment est-ce que moi je veux servir. D'abord et avant tout, je dois me servir moi-même, je dois répondre à des besoins fondamentaux, je dois me définir comme personne, je dois m'ancrer, m'aligner, me positionner, me garder dans une énergie riche, puis ensuite contribuer. Mais si une personne fait la même chose que moi, ben, elle fera jamais exactement la même chose que moi parce que on est deux personnes qui sont complètement différentes, avec des histoires différentes, des expériences différentes, des objectifs qui peuvent être différents, même si nos actions peuvent se ressembler. Moi, je me vois pas en compétition contre personne. c'est fou ça. Donc oui, d'une certaine façon, il existe une compétition parce que en tant que, si on parle de chiro, par exemple, ben, il existe d'autres professionnels de la santé. Il y en a de plus en plus. Mais si on se préoccupe de ça, là, on devient complètement hors focus sur ce qui est essentiel. Et moi, je me focus sur chaque personne qui vient me voir. Je travaille sur moi, sur ma résilience, sur mon lâcher prise, sur ma confiance en la vie, sur ma confiance en moi.
de faire les bonnes choses, je suis convaincu que je vais arriver à me réaliser. Mais si mon orientation, c'est sur la compétition ou les autres personnes ou ce que je réussis pas à faire ou quoi que ce soit, ben là, justement, ma pensée qui est Mm. divergente va peut-être m'amener à percevoir les choses de façon différente et je vais peut-être créer des résultats différents aussi. C'est impressionnant. Encore une fois, Je trouve ça beau ce que tu dis, la coopération plutôt que la compétition. Et ça, justement, vu qu'au Canada, il y a quand même 1000 fois plus de chiro qu'en France, est-ce que tu vois de la compétition avec les confrères euh, entre Kiro, pas tellement. Je vois Hmm. pas, ben, comme je dis, j'ai pas vraiment le focus là-dessus. En fait, quand je me suis Ouais. installé dans ma ville, en ce moment à Mont-Saint-Hilaire, je n'ai même pas regardé combien de chiropraticiens il y avait dans ma ville. Je me sentais surtout très bien de vivre dans cette ville-ci. Donc, pour moi, c'était le critère premier, c'était est-ce que je veux vivre ici? Et la réponse était oui. Je voyais le Mont-Saint-Hilaire, justement. Pour moi, c'est une énergie incroyable. Je voulais vivre ici. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de chiro, puis finalement, ça a bien été. Donc, Ouais. j'étais focus sur ce que je pouvais contrôler, sur ce quoi je pouvais avoir la maîtrise, c'était mes actions, mes pensées. Et je crois avoir créé les résultats qui étaient alignés en fonction de ça aussi. Et maintenant, 20 ans plus tard, ben, il y a encore plus de chiro, il y a des physiothérapeutes, des ostéopathes, des massothérapeutes, toutes sortes de thérapeutes. Il y en a de plus en plus. Mais moi, je continue à faire mes trucs, puis Ouais. ça fait, j'ai fait un peu de publicité extérieure, des implications pour essayer d'avoir des nouvelles personnes pour me faire connaître et tout ça. Mais après 2 ou 3 ans, j'ai tout arrêté. Je fais aucune publicité. Puis c'est comme si je me sentais complètement détaché de ça. En même temps, je suis pas détaché. Je suis quand même préoccupé de vouloir servir et tout ça, ça fait partie de mes pensées. Mais en même temps, c'est comme si j'étais complètement détaché de la façon que ça pouvait arriver parce que j'ai eu la preuve que quand je faisais des actions dans un optique de besoin, parce que j'avais besoin de nouvelles personnes ou j'espérais avoir plus de nouvelles personnes, j'avais jamais les résultats que je voulais avoir. J'étais souvent déçu et parfois les résultats étaient zéro. Et quand je gérais mon mindset, j'étais calme. Oups, tout à coup, le téléphone se mettait à sonner. J'avais des gens qui me référaient davantage, des gens qui avaient arrêté de venir me voir, oups, qui revenaient. Et ça, c'est pour ça que j'ai toujours dit, mon meilleur outil marketing, c'est ce que j'avais entre les deux oreilles. Si j'arrivais, si j'arrive à bien gérer mes pensées, mon mindset, je suis calme, j'ai jamais rien manqué Mm. finalement de ce C'est côté-là. ouf. Et pour revenir sur la coopération, euh, en fait, finalement, il y a besoin de tout le monde parce que c'est la somme des choses positives que les gens vont faire dans leur vie qui vont créer leur santé. Et donc, forcément, s'ils vont se faire masser, s'ils vont chez l'ostéo, s'ils vont à la piscine ou à la balnéa, peu importe, mais c'est bien pour eux, en fait, parce qu'ils vont Hmm. faire des choses qui sont positives pour eux. Il y a un temps et une place pour chaque chose. En fait, C'est ça. pour nous, un des rôles que je me donne comme chiro, c'est aussi de lever le voile sur l'importance de prendre soin de sa santé plutôt que d'attendre d'avoir des Ouais, maladies. c'est ça. Après, ce que la personne va en faire, j'en ai aucune idée. Je vais avoir partagé ce message-là aussi. Mais il y a un temps et une place pour chaque chose, en ce sens que tout le monde peut aller voir tout le monde. L'important, c'est que je me mets déjà dans la position que les gens qui vont venir me voir, ce sont les personnes parfaites pour recevoir ce que moi j'ai à offrir. Et à l'inverse, ce sont les personnes parfaites pour ce que moi j'ai besoin de recevoir et d'apprendre et d'évoluer et de coopérer. Puis si on fait ça, on fait ça à différentes échelles, par exemple, un autre exemple, toutes les cellules de notre corps travaillent en coopération parce qu'elles font leur rôle. Ouais. Hein? Une cellule du foie n'essaie pas de remplir le rôle d'une cellule du cœur. Si une cellule ne remplit pas son rôle, ben, il va y avoir l'apoptose qui va faire en sorte que cette cellule-là va être détruite, va être remplacée par une autre cellule. Chaque organe a sa fonction et c'est comme ça qu'il y a une coopération qui s'opère dans notre corps. Donc, en tant que société, moi, c'est de me connaître, de définir mon rôle et puis d'exercer ce rôle-là au meilleur de mes capacités. Puis c'est comme ça que si tout le monde fait ça, ben c'est comme ça que notre société va bien fonctionner finalement. Mais la seule chose sur laquelle j'ai le contrôle, c'est moi-même.
C'est sur ce que je vais faire pour moi, c'est comment je vais communiquer ma philosophie, mon approche, puis c'est comme ça que je vais pouvoir rendre service à des gens qui recherchent ce que moi j'ai à offrir aussi. Hmm. Incroyable. Euh, pour, euh, pour, pour finir cette interview, ça fait déjà presque 1 heure et demie qu'on y est. Et c'est super parce que vraiment, j'ai l'impression qu'on est allé en profondeur et c'est vraiment ce que je veux. Euh, et donc, ouais, pour continuer, j'aimerais juste que tu nous parles un peu de l'actualité. Comment, en tant que chiro ou en tant que personne, on peut se positionner par rapport à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Wow, ça c'est une bonne question. Ben, d'abord, je vois les événements actuels comme une grande pièce de théâtre. C'est-à-dire que je vois les événements qui sont définis devant moi, je veux me positionner comme étant un observateur et non pas comme une personne qui va réagir ou qui va vouloir. Ça, c'est dans ma personnalité aussi, en fait. J'essaie de me garder détaché de tout ce qui, pour moi, ne, ne me concerne pas directement ou dans mes priorités ou dans les choses sur lesquelles je veux me renseigner. D'une part, j'écoute pas vraiment la télé ou les actualités ou quoi que ce soit, et j'ai pas l'impression que je manque grand-chose non plus, parce que de toute façon, les informations importantes viennent à moi par les conversations de mon entourage ou des gens de ma pratique. Ensuite, c'est toujours la question comment moi je choisis de me positionner par rapport à tout ça. Donc, comment je choisis de me positionner? Ben moi, je veux être pour les gens qui viennent me consulter une source de calme, une source de paix, une source d'espoir, une source d'inspiration, une source d'accueil. Donc, c'est selon comment que la personne va se présenter à moi. Ben, moi, je vais être là d'une part pour la faire sentir importante par ma présence, par mon écoute, et aussi d'entendre son besoin, puis de communiquer pour elle des pistes de solutions pour améliorer sa qualité de vie de par la chiropratique, mais aussi peut-être au niveau de sa perception par rapport aux événements qui se passent dans le monde actuellement. Donc, si par exemple une personne va me parler de l'actualité ou de nouvelles qu'on vient d'apprendre, par exemple, ben, je vais prendre le temps de l'écouter puis de voir un peu quelle énergie elle dégage par rapport à tout ça. Puis c'est un rappel en même temps que je me fais à moi-même. C'est dans cette situation-là, comment est-ce que je choisis de me positionner et qu'est-ce que je peux contrôler dans cette situation-là? Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là? Fait que dans bien des cas, des situations extérieures, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire à part avoir des pensées, envoyer des énergies positives pour les gens qui sont touchés par des situations mondiales ou faire en sorte qu'on développe notre niveau d'énergie, qu'on développe notre niveau de conscience, que ça montre l'importance de prendre soin de soi, des choses sur lesquelles on a le contrôle, des priorités pour nous qui sont importantes actuellement. Et puis, ben c'est ça, sur quoi est-ce que je peux lâcher prise, puis sur quoi est-ce que je peux agir aussi finalement. Donc, je peux pas te dire, j'ai mes opinions personnelles par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, mais en même temps, j'essaie de garder aussi une ouverture parce que il y a toujours deux côtés à une médaille. Et puis, je suis très conscient que tout ce qui vient à nous comme information, ben, est quand même teinté d'une vision, de croyance et d'une orientation. Et si on est honnête, ben, la plupart des gens ont leurs croyances, ont leurs pensées aussi par rapport à tout ce qui se passe, mais on est vraiment influencé par nos sources d'information. Donc, les médias traditionnels nous envoient l'information, nous relaient l'information, mais en fonction aussi d'un certain agenda ou de certaines visions ou de certaines croyances. Donc, oui, je reçois ça, mais en me disant qu'il y a un paquet d'autres possibilités qui peuvent exister sur lesquelles moi, je suis pas informé et j'ai aucunement conscience que ça existe. Mais je me garde quand même assez détaché. Je constate quand même que les gens sont beaucoup plus réactifs, beaucoup plus émotifs, sont plus sous pression, évidemment, par le contexte social, le contexte économique, politique. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Donc, moi, si je veux être une source de paix, de réconfort, d'espoir, ben, je dois me préserver de participer à la réactivité collective. Donc, je me garde un peu en retrait. Si les gens m'expriment leurs choses, j'essaie de leur envoyer
une énergie où il va y avoir du discernement, du détachement, ou en fait leur faire poser des questions pour qu'ils puissent prendre conscience de ce qu'ils peuvent faire ou comment est-ce qu'eux-mêmes peuvent se positionner pour qu'en même temps, ils puissent être dans un état d'être bien réceptifs à l'ajustement chiropratique que je vais donner aussi. On Hmm. a quand même très peu de conversations sur ce qui se passe dans le monde parce que assez rapidement, je vais recadrer sur comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de leur système nerveux, la circulation de leur énergie vitale, puis de garder en lien, de garder en tête plutôt que quand l'énergie circule mieux dans le corps, bon, on peut mieux s'adapter, on peut être plus résilient, on peut faire face plus facilement à des différentes situations de la vie, qu'on n'a pas le contrôle sur le monde extérieur, mais on a le contrôle un peu plus, en tout cas, sur notre monde intérieur. Donc, comment est-ce que je peux travailler sur mon monde intérieur pour mieux faire face à la situation actuelle? Puis ensuite, ben, c'est laisser l'espace aussi pour que la personne trouve les réponses pour elle aux questions qu'elle peut avoir. Magnifique. Si je vois une situation sur laquelle je me sens interpellé ou ça vient vraiment me chercher ou ça me fait réagir, ben, parfois la solution que je vais avoir, ça va être d'aller à la salle de sport pour relâcher ce stress-là, puis de me retrouver dans un état centré. Je vais aller me faire ajuster, ça va me permettre de me sentir plus connecté aussi avec moi-même, puis je vais vibrer à une énergie qui est différente. Donc, encore une fois, c'est une question de choix. C'est comment est-ce que je choisis de me positionner par rapport à ça? Puis, quelle énergie est-ce que je veux transmettre en réponse à ce que je peux recevoir aussi? Hmm, Magnifique. Merci Charles pour ces mots. C'est réconfortant d'entendre tout ça. Et ouais, je te remercie vraiment pour ton temps parce qu'on est allé en profondeur. Mm. Et donc, si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce que tu fais, il y a Livecode, c'est sur toutes les plateformes de streaming, de podcast. Je vous encourage tous à écouter. Et puis, il y a d'autres endroits où on peut te retrouver, Charles. Ah, ben, sur les réseaux, en fait, sur Facebook, Instagram, principalement, Charles Leroux. Et puis, je suis toujours ouvert aux commentaires et aux bonnes discussions. Ben, merci à toi, Léo, pour Avec m'avoir donné plaisir. l'opportunité de cette belle connexion-là, cette belle conversation. Et puis, si les gens ont des questions, quoi que ce soit aussi, ben, ça me fait toujours plaisir d'échanger. Donc, ça sera, ça sera une belle opportunité aussi de reconnexion à ce moment-là. Bon, l'interview est déjà finie, 1h45, c'est passé comme une flèche. Pour moi, c'était vraiment important d'aller en profondeur avec Charles et de passer vraiment du temps pour parler justement des subtilités qui font que il y a certaines personnes qui ont du succès et d'autres qui en ont moins et qui arrivent surtout à continuer à évoluer. Et si vous voulez nous soutenir, c'est toujours la même chose. Vous pouvez nous envoyer un message à moi ou à Arnaud, nous dire que ça vous a plu. Et bien sûr, vous pouvez partager l'interview et rester connecté. On vous garde encore des bons kiris. À bientôt.